Bienvenue à cette conférence de presse de présentation du programme de l'UDESCO 2024, donc la 15e édition du festival de jeux et d'expériences ludiques le plus grand de Suisse. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait ce qui attend nos joueuses et joueurs pendant les 55 heures que va durer le festival. On attend plus de 80 animations. Il va y avoir 1800 jeux de plateau sur lesquels les festivaliers et festivalières vont pouvoir jouer. Aujourd'hui, pour vous présenter en fait ce festival, je suis accompagné de Noémie Pfiffner, la coprésidente de la manifestation, de Simon Parat, notre programmateur, et de Madame Sylvie Pipot, qui est déléguée à la valorisation du patrimoine pour la ville de La Chaux-de-Fonds, parce que l'UDESCO, c'est très proche, c'est normal, c'est logique. On fait plein d'activités dans plein de lieux culturels, c'est une autre manière de s'approprier la ville et puis de voir ces lieux magnifiques comme on a ici à l'appartement Spielmann à travers le jeu. Mais sans transition aucune, je propose Noémie justement de nous présenter en fait les nouveautés, les différents lieux, puisque l'UDESCO va grandir un petit peu cette année. C'est un petit peu repensé aussi dans sa manière de gérer le public, par exemple. Tout à fait. Donc, pour les lieux de l'édition, de la 15e édition de l'UDESCO, on a réfléchi à essayer de donner plus de place aux tables de jeux, simplement, pour profiter des 1800 jeux dont Jason a parlé. Donc, on a essayé de repenser un peu nos lieux centraux pour en sortir un petit peu les animations qui prenaient de la place là-dedans, pour les sortir de ces 3 lieux centraux, les mettre à ailleurs et puis permettre de cette manière-là d'avoir plus de tables de jeux disponibles, parce qu'on sait que c'est une des choses, on a un grand public qui vient notamment pour simplement s'asseoir à une table et faire des jeux pendant un nombre d'heures qui peut aller de 1 à 55. Donc on a le cœur du festival reste la rue de la Sève autour de la Maison du Peuple, du Club 44 et du bâtiment du CPNE qui se trouve à la rue de la Sève 62 juste à côté du Club 44. Donc la Maison du Peuple, on a gardé là à l'intérieur dans la grande salle la collection de jeux principalement mais un peu plus axé adulte qui se trouve là avec environ 1300 jeux qui sont à cet endroit-là. Et puis, dans la Maison du Peuple, il restera une salle où il y a les jeux de rôle sur table, mais le reste des salles qu'on a à disposition seront simplement des salles où il y a des tables où on peut aller prendre des jeux en bas et puis aller s'installer dans une des autres salles avec les jeux. Il restera 1 ou 2 animations en plus de ça qui se déroulent là, mais principalement liées au jeu. Ensuite, le Club 44 reste l'espace famille du festival. Là aussi, par contre, on essaie de sortir quelques animations qui prennent un peu de place pour les mettre dans les tentes qui sont dans la rue, pour laisser aussi un petit peu plus de place de tables de jeu à l'intérieur. Ensuite, au CPNE, là c'est un peu le changement. C'était un peu l'endroit où on mettait un mélange d'animations l'année passée, les années d'avant. Là, on a décidé d'y mettre des maisons d'édition qui étaient avant présentes dans la grande salle de la Maison du Peuple. Il y en aura quelques-unes en plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir parce qu'on n'avait pas assez de place. Là, on a de la place. Les maisons d'édition, elles viennent principalement présenter des nouveautés et puis faire jouer les gens autour de tables de jeu aussi. Donc là aussi, on retrouve la notion d'ajout de table puisque les gens vont pouvoir venir jouer. On trouvera aussi là-dedans le magasin qui va déménager aussi de la grande salle là-bas. Donc, les prototypes, donc les jeux en devenir, donc c'est aussi là qu'on peut tester un peu les nouveautés, les futures nouveautés si on veut. Les jeux accessibles aux personnes non ou malvoyantes qui se retrouveront là aussi, et avec Lola des conférences. On avait là-bas l'année passée des escape rooms qu'on va déplacer, donc on a trouvé d'autres salles, notamment un retour aux sources avec le retour de l'utilisation de la salle Notre-Dame de la Paix, où
on retourne comme à la toute première édition de l'UDESCO pour faire des escape rooms. Donc là, il y aura plusieurs escape rooms dans ce lieu-là qui seront répartis dans la salle ou autre de ce bâtiment. Ensuite, j'ai parlé de la rue qui lie les 3 lieux principaux. Donc là, on aura les 2 tentes qu'on avait l'année passée. Ça, c'était concluant d'avoir 2 tentes. Ça permet de faire des choses à l'extérieur. On n'a pas eu à l'expérimenter, mais ça nous permettrait aussi de faire des choses à l'extérieur, même s'il ne fait pas très beau. Là, l'année passée, on a quand même eu de la chance de pouvoir utiliser aussi la rue. C'est aussi prévu cette année, puis ça dépendra un peu de la météo, de qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dehors ou qu'est-ce qui doit se rabattre un petit peu dans les tentes. Mais il y a des jeux extérieurs aussi prévus à cet endroit-là. Et des stands de nourriture dans la rue aussi. Une des 2 tentes sera pourvue d'un bar, donc on peut se restaurer dans la rue avec le bar et les tentes, et les stands de nourriture dans les tentes qui seront chauffées. Donc, ça reste un peu pareil par rapport à ça, mais il y aura plus d'animation dans les 2 tentes, faire vivre encore un peu plus cet espace qu'on a créé dans la rue. Ensuite, lié à la rue encore, dans les lieux très proches, on a encore le Reset Bar qui est aussi partenaire du festival dans lequel se passent des animations. Et la Serre, donc c'est l'association La Serre qui est juste en face de la Maison du Peuple où on fait aussi une escape room. Et le Cinéma Plaza qui s'associe cette année pour la première fois au festival en diffusant des films liés à certains jeux, donc, dont la programmation sera dévoilée le 11 mars. Ensuite, comme l'a dit Jason, l'UDESCO, on a toujours voulu, et ça a toujours été dans l'idée de l'UDESCO, c'est de faire découvrir la ville autrement aussi, et les lieux de la ville. Donc là, cette année, dans les lieux liés au patrimoine, on va aller ici, à l'appartement Spielmann. On aura une animation à la Villa Fallet, une autre dans la salle Charles Imbert de la bibliothèque de la ville. Et on va aussi aller à l'Amuse-Bar, donc l'ancien manège aussi, où là aussi il y aura des animations à l'Amuse-Bar. Voilà. Cette année, pas vraiment utiliser la cour, mais vraiment plutôt le bar. Des animations. Et puis, dans les autres lieux, c'est tous des lieux qui vont accueillir une ou 2 animations. On a la Maison Hantée, Train Fantôme, l'Abri PC de Numadro, le Temple Farel, qui remplace le grand temple qu'on a eu ces dernières années, parce que le grand temple n'est pas accessible encore suite à la tempête. Donc ils ont réussi à faire quelque chose d'autre et on va découvrir un nouveau temple de la ville. La piscine de Numadro, le bar Vostok, l'Ola des Forges, le club de bridge qui nous accueille dans ses locaux pour faire des initiations de bridge, et la place de jeu de la Sombaille. Voilà pour les lieux qu'on a utilisés cette année. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire. Non, merci. Voilà, donc plein de lieux, plein de nouveaux endroits, des endroits un peu plus classiques. Peut-être ce qui va aussi vous intéresser, de savoir qu'est-ce qu'on va y faire dans ces lieux. De manière concrète, quelles sont un peu les animations ludiques, les expériences ludiques un peu spéciales que va proposer l'UDESCO. Et pour ça, je laisse la parole à Simon, qui nous a fait une petite liste pour nous donner l'eau à la bouche. Alors, pour commencer, donc, dans la Maison du Peuple, on a, comme chaque année, notre scène évolutive où on fait un thème de jeu différent vendredi, samedi, dimanche. Cette année, ce sera Métro Bulot Dodo. Donc, on aura des jeux adaptés à ce thème-là. On aura aussi les jeux qui ont été primés, qui ont reçu le prix du SGA, Swiss Gamers Award, qui vont pouvoir être joués. On aura aussi, du coup, dans l'espace découverte, des conférences. On a une conférence sur la ludopédagogie, une conférence sur le wargame et une conférence sur les jeux durant l'époque de la Rome antique. Dans l'espace découverte aussi, on aura un espace jeu qui sera réservé, qui ne pourra parler que allemand ou italien, justement pour favoriser d'autres langues à l'UNESCO.
Il y a aussi, comme chaque année, beaucoup de tournois, comme les tournois de Magic the Gathering, mais aussi Clask, un tournoi de puissance 4 géant dans la rue, des tournois de tarot et de chibre au stock. Il y a aussi la possibilité de tester le nouveau jeu de la RTS, qui sera un jeu où on pourra découvrir le métier de journaliste d'investigation. Comme l'a dit Noémie, dans la tente, on aura beaucoup d'initiations. On pourra faire des initiations de jeux classiques comme la Wallée, Mahjong, Go, Scrabble, échecs, mais aussi découvrir des jeux de figurines comme Alchemy et différents jeux de wargame qui vont être présentés, ainsi que des casse-têtes qui sont construits uniquement avec des Lego. Et comme l'année passée, un espace de seconde main pour vendre et acheter des jeux de société d'occasion. C'est aussi dans l'attente qu'il y aura le record les 24 heures du bilboquet par Toyman, donc 24 heures de bilboquet non-stop. Ensuite, pour les jeux un peu d'ambiance plus légers, on aura les loups-garous qui font du ski, puisque cette année, notre fameuse partie géante de loups-garous ne sera pas à 60 mais à 80 joueurs, puisqu'il y aura 4 villages. Le thème du coup ce sera le camp de ski, donc venez préparer. On n'aura pas un mais 2 blind tests, puisqu'on aura un blind test sur le thème on va tester vos connaissances sur les jeux de société. Le Jungle Splash comme l'année passée, donc le Jungle Speed qui se joue dans une piscine. Et le hit de cette année, ce sera le Mysterium Live, donc Mysterium qui est ce jeu de société où il y a eu un meurtre et des médiums doivent trouver qui est le meurtrier, l'arme et le lieu. Et normalement c'est un jeu qui joue sur plateau, mais là cette fois-ci on va le jouer, les médiums devront aller visiter les pièces de la Villa Falais pour trouver des indices. Ils pourront aussi observer les suspects qui seront joués par des acteurs et aussi les armes qui sont présentes. Donc ce sera vraiment un jeu très immersif qu'il faudra absolument pas manquer. Ensuite, au niveau des escape games, on a pas mal de nouveautés par rapport à l'année passée. Comme a dit Noémie, du coup, c'est plus au grand temps, au temps Pharrell, mais ce sera pas la même animation, donc on peut refaire l'escape. On aura une escape qui va se jouer dans une cuisine. Il y aura 2 équipes qui s'affronteront pour être le meilleur chef. Et on a la chance aussi d'avoir l'inauguration d'une nouvelle escape à la Chaux-de-Fonds, Many Tales Hotel, qui aura du coup ses premières parties qui vont débuter en même temps que le festival. Et au Fab Lab, ce sera pas une escape qu'on jouera, mais une escape qu'on créera, puisque pendant le festival, une escape va se créer au Fab Lab, et les festivaliers et festivalières pourront donner leurs idées et créer avec les gens du Fab Lab pour créer cette nouvelle escape qui va être jouée en 2025 à l'UNESCO. Niveau jeu de rôle, on aura plein de parties, plein de thèmes différents, il y aura du coup tout le monde. Au niveau des jeux de rôle grandeur nature, il y aura de l'émotionnel et du relationnel avec le cirque des écarquillés ou le Santa Clara qui se jouera du coup ici à l'atelier Schmillmann. On aura aussi des jeux de rôle grandeur nature qui seront plus décalés, plus légers, comme Bienvenue sur l'île aux singes, qui se jouera en extérieur et qui sont spécialement faits aussi qui est spécialement fait pour les débutants et débutantes, donc c'est bien si vous ne connaissez pas trop, vous l'essayez. La nouveauté de cette année aussi, c'est qu'on ne va pas que jouer des GN, mais on va aussi pouvoir en créer, puisqu'il va y avoir un atelier d'écriture de GN à la fin qui va aussi se faire ici à l'atelier Spielmann. Et c'est durant tout le week-end, et à la fin du week-end, on va pouvoir tester les GN qui auront été écrits. Il y aura aussi une table ronde autour du GN. Et la nouveauté, le must de cette année, c'est la nuit de l'horreur. Donc ce sera de la nuit de samedi à dimanche, rendez-vous à 1h du matin devant le cinéma Plaza. Vous aurez plein de bonnes et mauvaises surprises. Les froussards risquent d'avoir plus de mauvaises surprises. Mais ça va vraiment être génial et c'est vraiment l'incontournable de cette année, je dirais. On aura aussi, comme dit Noémie, l'espace famille, où on aura du coup des jeux dans la rue de la Serre, des espaces mini-pouces pour les 0-3 ans, des jeux de rôle pour les enfants, des jeux de cartes Pokémon et des tournois de Topi Beyblade issus du manga japonais.
Et finalement, on a voulu aussi mettre en avant les personnes qui viennent seules à l'UDESCO, parce que c'est pas parce que vous avez pas d'amis ou de famille qui aiment faire des jeux de société que vous pouvez pas en faire. En créant différents rendez-vous pendant le festival qui sont spécialement dédiés à ces personnes qui viennent seules, comme ça elles peuvent se retrouver, jouer ensemble. Et on a aussi remis on a aussi créé des mains géantes pour, si par exemple vous avez votre groupe et vous êtes prêt à commencer une partie, vous pouvez indiquer à quelqu'un dans la salle, voilà, comme ça que vous avez une place libre et que vous acceptez des joueurs aux jeux supplémentaires. Donc, comme on a dit, beaucoup de places de jeux supplémentaires à la Maison du Peuple. Donc, ce serait dommage de rester qu'à la Maison du Peuple parce qu'on a beaucoup d'animations partout. Ouais. Merci Simon. Voilà. Bon, très bien. Allez Simon. Je propose de faire un petit passage à ma droite. Sylvie Pipo, qui est déléguée à la valorisation de la ville de La Chaux-de-Fonds, qui elle est présente aujourd'hui pour nous raconter pourquoi on a choisi ce lieu-là cette année pour faire cette conférence de presse, mais aussi pourquoi le lien entre l'UDESCO et La Chaux-de-Fonds et surtout cette manière de valoriser le patrimoine de notre ville. Exactement. Merci. Donc effectivement, pour la ville de La Chaux-de-Fonds et au nom de la ville de La Chaux-de-Fonds, on est très heureux d'accueillir l'UDESCO ici et dans tous les lieux du patrimoine et dans la rue aussi à La Chaux-de-Fonds. Parce que vous le voyez sur l'affiche, l'UDESCO est à sa 15e édition et l'UDESCO est né au même moment que la ville avec le LOC ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour la notion d'urbanisme horloger. Donc comme tu l'as dit, l'UDESCO, tout est très proche. Ils sont vraiment contemporains, si on veut bien. Donc c'est vrai que cette collaboration, elle dure maintenant depuis 15 ans et chaque année, quand on peut un peu augmenter aussi les lieux qu'on met à disposition du festival, pour nous, ville, on est vraiment ravis. Et j'aime bien dire que les lieux du patrimoine, comme celui qui est ici, c'est un écrin qui sert après à être valorisé à travers des programmations culturelles, des programmations artistiques ou des programmations ludiques. Donc les lieux du patrimoine, ils sont là, ils sont à disposition, ils sont un petit peu endormis. Et quand on peut y faire quelque chose, ça les réveille et ça donne tout leur sens à ces lieux-là. Donc on est vraiment ravis de cette collaboration et de la poursuivre. C'est la première année qu'on ouvre celui-là pour l'UDESCO et qu'on ouvre aussi la Villa Falais et la bibliothèque de la ville, cette salle Charles-Lambert, qui est une salle décorée dans les années 20, qui était le bureau du directeur du gymnase à l'époque, puisque le gymnase était dans la bibliothèque de la ville. Les autres lieux, les temples, etc., ça fait un peu plus de temps qu'il y a des collaborations, mais ces trois-là sont nouveaux et on espère que ça va perdurer aussi les prochaines années et peut-être qu'on en trouvera d'autres. On a encore des idées en tête, on a fait des visites et il y a des choses qui peuvent encore se développer. Peut-être juste quelques mots pour que vous compreniez où est-ce que vous êtes. Après, on pourra juste se déplacer après le moment des questions si vous le voulez. Mais on est donc, comme l'a dit Jason, dans l'atelier Spillman, l'appartement Spillman. Appartement. Donc vous avez vu en arrivant qu'on est dans un bâtiment assez imposant, assez massif, qui sort un peu de ce fameux plan damier qu'on connaît bien à La Chaux-de-Fonds avec cette rythmique maison-jardin-rue. Parce qu'il a une histoire un peu particulière. Il faut imaginer que d'abord ce monsieur Spillman était fabricant de boîtes de montres en or. Il a fait fortune à la fin du 19e siècle dans la fabrication de boîtes de montres en or. Et il avait construit le bâtiment qui est juste derrière, qui donne sur la rue du Nord, avec des étages d'atelier, puis ensuite des étages d'appartements. Et comme il développe son activité, il a grandi. Il a grandi d'abord en faisant une annexe sur le côté rue du Nord. Il continue de faire fortune, il a grandi et il construit en 1906 cette espèce de tour ici qui va manger son jardin. Et en fait, cette tour mange son jardin parce qu'à l'origine, il voulait continuer de se développer sur le côté ouest, mais pour des raisons un peu sombres qu'on ne connaît pas exactement, il n'a pas eu la possibilité d'acquérir des terrains, donc il a mangé sur son jardin. Et il va construire 3 étages d'atelier. On est sur le 3e étage d'atelier, où on faisait ici du guillochage, c'est-à-dire la décoration gravure des pièces d'horlogerie qu'on ne voit pas, qui sont dans la montre. Et 2 étages d'appartements au-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il va mandater les élèves de l'école d'art. À l'époque, l'école d'art était en plein essor. On travaillait beaucoup la gravure de boîtes de montres, mais il y avait aussi un enseignant très charismatique à l'époque, qui s'appelle Charles Platini, qui a déjà entendu ce nom-là, et qui a créé pour ses élèves, un cours supérieur d'art et de décoration. Et à l'intérieur de ce cours, il donnait, c'est là qu'il a insufflé un petit peu l'art nouveau. Et à travers ce groupe d'élèves,
ils ont réalisé différentes choses à la Chaux-de-Fonds et dans le haut du canton. Et Rudolf Spielmann, quand il agrandit sa maison en 1906, demande à Charles Platenier et aux élèves de décorer son salon de musique qui se trouve juste derrière. Et ce salon de musique va devenir une sorte de pièce maîtresse du patrimoine de la Chaux-de-Fonds et qui allie et qui fait sens parce qu'il montre le lien entre l'industrie horlogère et les arts décoratifs. Entre ces deux mondes de la fabrication industrielle et de tout ce monde de la décoration qui va fleurir aux alentours du début du XXe siècle. La maison va rester dans les mains de cette famille Spielmann jusqu'en 1990 à peu près, début des années 90. Là, elle va être vendue, elle va être portionnée en PPE, ce qui fait qu'il va y avoir une sorte de connexion artificielle entre cette partie atelier et la partie salon bleu avec l'ouverture d'une porte, vous verrez après, et la fermeture de la suite de l'appartement. Ce qui fait qu'il y a deux appartements. Il y a celui ici qui rajoute avec le salon, et les gens qui habitent et qui rentrent par la rue du Nord, ils ont un autre appartement de l'autre côté, c'est privé. Vous le comprendrez après, c'est un peu particulier. Cet appartement a été habité pendant 20 ans, et en 2012, la ville a pu racheter cet étage suite à la vente. Et puis maintenant, c'est la ville de la Chaux-de-Fonds qui gère cet espace et puis qui essaie de le valoriser en le mettant à disposition dans différents contextes et pour différentes structures, associations, groupes. On est en train de trouver un peu des opportunités pour le faire connaître et le faire découvrir. Voilà un peu comme ça, vous savez où vous êtes. Donc on est ravis d'avoir des groupes qui viendront jouer ici, mais qui auront aussi quelques tout petits mots d'information sur le lieu. Ce sera pareil à la Villa Falais. C'est important pour nous de mettre à disposition ces lieux, mais que les gens qui viennent jouer, au moment où ils ont aussi les explications sur le jeu, ils ont 2-3 tout petites informations via l'équipe de l'UDESCO sur où ils sont. Parce que c'est important de savoir où on est et qu'est-ce que c'est que ce lieu, avant de se plonger dans l'imaginaire à travers les jeux qui seront proposés. Voilà, donc je suis volontiers à votre disposition après si vous voulez juste faire un mini tour, voir le salon pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et puis, on est ravis de cette collaboration. Merci Sylvie, avec grand plaisir. Donc, l'UNESCO, ce sera le 15, 16 et 17 mars prochain. Je l'ai dit en introduction, c'est 1800 jeux, c'est 80 expériences ludiques et c'est 55 heures non-stop. Tout ça, c'est servi par un comité d'une 40aine de personnes qui sont tous bénévoles, voilà, c'est un gros boulot. Puis je vais bien terminer les conférences de presse là-dessus parce qu'on recherche toujours des bénévoles pendant la manifestation. C'est un peu le nerf de la guerre de n'importe quel festival d'ailleurs. Et puis, en particulier chez l'UDESCO, on doit avoir des gens qui sont d'accord de donner du temps même au milieu de la nuit, ou qui ont envie de donner du temps au milieu de la nuit, ou on doit nourrir nos festivaliers, on va leur proposer des jeux, et puis ça sans arrêt. Donc voilà. Et c'est servi par, comme je disais, une équipe d'une 40aine de bénévoles dans le comité. Qui s'investissent chacun en fond pour le festival. Et puis, c'est cool si vous pouvez dire qu'on recharge du monde, parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre pour qu'on puisse continuer après à faire ce festival. Voilà. Nous, on arrive au terme de la conférence de presse. On est ensuite à disposition, effectivement, pour répondre tête à tête aux éventuelles questions, répondre aux interviews, préciser certaines choses, et puis par contre, si vous avez déjà des questions maintenant à poser, on peut aussi peut-être les répondre comme vous voulez. Non. Moi, je me demandais quand même, vu que vous avez augmenté le nombre de lieux, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de nouveautés. Vous avez dû revoir le budget à la hausse. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Je sais pas si c'est... C'est toujours la question à laquelle j'oublie de me préparer, mais... Non, on a peut-être augmenté un petit peu. Après, on sort d'une année, je suis un peu perdue dans les chiffres parce qu'on a eu 2 éditions sur une même année comptable sur les années passées. Et du coup, je sais plus si on a augmenté ou baissé parce que forcément, on est en dessous de ce qu'on avait comme budget sur l'exercice comptable dernier. Mais oui, je pense qu'on a dû augmenter quelques points parce qu'on avait besoin de certains lieux potentiellement en plus. Mais on a aussi beaucoup de soutien, notamment le soutien de la ville qui met plus ou moins, je ne pense pas trop, mais la plupart des lieux gratuitement à disposition.
Ok. Et puis, bah, alors, évidemment, par exemple, la scène Notre-Dame de la Paix, on la loue, mais ça s'équilibre après avec des choses. En tout cas, si ça vous intéresse plus, je peux regarder tout à l'heure. Non, je crois que c'est bon, c'était pour savoir. Ok. Et juste pour rappel, l'année passée, c'était combien de visiteurs environ? 7500. Participants. Participants, enfin, visiteurs. Visiteurs. Participants, c'est la même chose? C'est le nombre d'entrées. C'est le nombre d'entrées qu'on a vendu. Ou donné. Enfin, Ouais, c'est ça, voilà, où on a habité, c'est le nombre de. Qui sont rentrés dans c'est le ça. festival. De visites journalières. Oui, donc, enfin, Robert Nussbaum pour le haut. Bienvenue. Yannis Savani m'a indiqué que c'était à 10h30. Ah, d'accord. Excusez-moi. Là. On sera à disposition si jamais après pour Ouais, compléter. très volontiers. Juste à propos de ces 7500 joueurs, donc 2023, c'est une édition normale, en quelque sorte. 2022, sauf erreur, elle a eu lieu en août. Enfin, c'était. Alors, elle avait eu lieu mi-septembre en 2022. Ouais. Parce que en janvier 22, on avait encore une interdiction, enfin, on avait encore une obligation du certificat Covid sur toutes les manifestations publiques, et c'était annoncé jusqu'à fin mars. Et puis du coup, nous, on s'était dit, on veut pas prendre le risque parce qu'on refusait de fermer notre manifestation aux uniques porteurs de certificat Covid à ce moment-là. Et du coup, on l'avait décalé en septembre pour être sûr de pouvoir, en se disant, bah, ce sera levé à ce moment-là. Oui. Finalement, un mois après notre décision, ça a été levé tout court, mais voilà. Enfin, du coup, ça a été fait en septembre, et c'était un peu raccourci en septembre 22, parce que justement, c'était pas dans nos moments habituels, et puis du coup, ça a été un petit peu plus court. Est-ce qu'on peut dire que pour cette année, vous visez le retour à une allure de croisière? Bah, on espère trouver, ouais, c'est ça, on a eu un bon retour l'année passée en 2023, je pense, avec les 7500, je pense que c'est quelque chose qui était tout à fait bien. Enfin, nous, on était très heureux d'en arriver à ce stade-là, à ce moment-là. Effectivement, on avait annoncé 10 000 en 2019, donc il y a encore une marge pour nous possible entre ces 7500 et ces 10 000 qu'on sait qu'on peut accueillir, enfin, qu'on sait qu'on est capable d'accueillir. Après, si ça dépasse les 10 000, on ne sait pas, on l'a jamais testé, mais on teste volontiers. Hein. On aime les défis. Ok, moi je reprends peut-être après avec. Oui, monsieur. D'autres questions? On peut se lever, faire. Je propose qu'on fasse un petit tour, puis comme ça, après, vous pouvez prendre contact avec les gens que vous avez questionnés. Il y a des croissants, des pains au chocolat et des pois à boire derrière vous, si vous avez besoin de faire une petite pause. Voilà. Le sens de l'accueil. Vas-y, encore une. Merci. Merci à vous.